Bien. Alors, d'abord, les joies sociologiques de la semaine. Pour commencer. La première, c'est au cours d'une espèce d'étrange interview par une journaliste qui m'appelle pour m'interviewer sur un sujet auquel je connais rien. Je lui dis que j'y connais rien, mais on échange quand même un petit peu. Elle voulait m'interviewer sur l'impact des attentats sur nos manières de penser, d'agir. Et à un moment donné, elle me pose la question de savoir si il ne s'est pas développé une forme d'hypervigilance qu'elle oppose à la notion d'insouciance. On a ce couple, effectivement, qu'on retrouve beaucoup dans les médias, vigilance, hypervigilance d'un côté, qu'on oppose à insouciance, c'est-à-dire droit de vivre librement et d'aller aux terrasses, boire des bières de façon insouciante. Et ce couple m'a marqué, et j'y ai réfléchi un petit peu, et je voudrais vous en parler. Ce couple n'a rien de naturel, en fait, dans le fond. Qu'est-ce qui s'oppose naturellement à la vigilance et à l'hypervigilance ? Quand on n'est pas vigilant, qu'est-ce qu'on est ? Non, mais on va le garder en mémoire, c'est intéressant que vous ayez dit inconscient. 13... Hein ? Mais là, je conteste ce binôme-là, donc c'est ma question. Objectivement, si on considère les choses objectivement, un être qui n'est pas vigilant est un être ? Non, mais on va le garder aussi. Distrait. La vigilance, c'est la capacité à maintenir son attention sur quelque chose de façon active. La distraction, c'est l'incapacité à maintenir son attention sur quelque chose. Dans la notion d'insouciance, comme dans celle d'inconscience, comme dans celle de naïf, il y a une notion morale. Vous voyez bien, il y a une qualification morale. Celui qui est insouciant, c'est celui qui, en quelque sorte, n'est pas capable d'être vigilant, ou alors se paye le luxe de l'insouciance. Bon. En réalité, quand on vous appelle à la vigilance, à quoi on en appelle ? On en appelle à votre faculté quasiment mécanique à être de bon capteur. Un être vigilant, c'est pas quelqu'un qui va faire le héros et lutter à main nue contre le terroriste. C'est pas quelqu'un qui va militer activement, par exemple, je sais pas moi, contre l'obscurantisme religieux, contre l'oppression des femmes, contre l'oppression des peuples ici ou là, qui peut avoir comme conséquence, le fait qu'on bombarde des gens ici ou là, qui peut avoir comme conséquence le terrorisme. Non. Quelqu'un de vigilant, c'est quelqu'un qui fonctionne comme un capteur. Il est capable de détecter et de mettre une information. Détecter, informer, détecter, informer, détecter, informer. On ne s'adresse donc pas aux citoyens, on ne s'adresse pas aux sujets politiques. L'appel à la vigilance, c'est l'appel à l'agent technique capable de détecter, informer. Notez bien le glissement. Lorsque les pouvoirs publics, lorsque les médias s'adressent à la population, ils lancent un appel non pas au peuple en tant qu'ensemble de sujets réunis, sujets politiques, mais en tant qu'ensemble d'objets, agents, techniques, qui deviennent responsables de la situation, non pas dans leur qualité citoyenne, mais dans leur qualité agentique, dans leur qualité technique. Bon, ça c'était le premier aperçu, et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la façon dont les notions glissent. Progressivement, nous nous sommes habitués à ces appels à la vigilance, à l'hypervigilance. Et qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, les médias sont rien d'autre que des médias qui transmettent. C'est pas eux qui sont à l'origine de ces catégories-là. Mais néanmoins, à un moment donné, ils servent aussi de filtre. Que se passe-t-il quand cette journaliste me pose cette question-là ? Ben, je ne peux pas lui répondre autre chose que je conteste les catégories de votre entretien. Et je ne peux pas répondre à cette question parce que j'en réfute le fondement. Je n'accepte pas d'emblée le couple, les catégories de votre entendement, vigilance, insouciance. Pour moi, ce couple n'est pas pertinent. Et ça a peut-être des effets sociaux, etc. Ce qui fait que je ne peux plus répondre à ces questions, et il est difficile pour elle de diffuser ma parole. Parce que, progressivement, elle devient le relais d'une manière de penser, de sentir et d'écrire dont elle ne peut pas sortir. Parce que, très clairement, elle pourrait le faire, elle en a la liberté, ça n'intéresserait personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment, de façon non négociée, la plupart du temps inconsciente, se créent des manières de penser, de sentir et d'agir. On a là
un exemple parmi tant d'autres de naissance d'un fait social, en l'occurrence d'une manière de penser et de sentir. Manière de penser parce qu'on va utiliser ces termes, manière d'agir parce qu'il y a un rapport politique et par ailleurs une présence à l'autre, où on va être vigilant ou pas, enfin, etc. Bien. Deuxième joie sociologique de la semaine. Je vous l'ai peut-être dit, j'étais chargé d'essayer de découvrir les moyens de mettre à la disposition de personnes très défavorisées, de personnes pauvres, dans des quartiers très populaires, les outils techniques qu'on utilise au domicile des personnes plus âgées pour favoriser leur maintien à domicile. Donc des appareils médicaux, des appareils de communication, des appareils qui repèrent les chutes s'ils tombent par terre pour qu'il puisse y avoir de l'aide, etc. etc. J'ai donc, dimanche matin, déployé une table sur un marché d'un quartier populaire dans une banlieue de la ville de Troyes, dans l'Aube. Effectivement, des personnes âgées sont venues, et le fait le plus frappant, moyennant la réalité que j'ai réussi à effectivement pas mal discuter, échanger, le fait le plus marquant, c'est que la plupart des personnes âgées qui sont venues ont fui dès que je leur ai dit que c'était gratuit, que je leur offrais les technologies, contre rien en retour, sauf une interview dans un mois ou deux, pour qu'ils nous disent en gros comment ils s'en étaient servis, est-ce que ça leur était utile, à quel genre de services sociaux ça avait pu être utile, comment est-ce qu'on avait fait pour les installer, est-ce qu'on avait pu leur expliquer. Vous voyez là, j'apporte un aspirateur robot et une tablette à une madame. Mais est-ce qu'il y aura la ressource autour d'elle pour lui expliquer comment ça marche ? Voilà, ces questions-là, pour qu'ensuite l'assistante sociale puisse effectivement s'en servir quand c'est utile. Bon. Ou pas d'ailleurs. Un instant, je termine. La fuite par rapport à la gratuité peut s'expliquer de deux manières. Une manière qui relève vraiment du sens commun et que les personnes âgées elles-mêmes m'expliquaient tout de suite. C'est pas commun, ça arrive pas tous les jours. Donc c'est pas normal, donc ça sort du quotidien, donc c'est louche. La deuxième, elle nous ramène à Mauss et au système d'échange dons. Et avec la triple obligation, donner, recevoir, rendre. Et le fait que les actions dans un système d'échange dons tel que les décrit Marcel Mauss doivent toujours être en apparence libres et gratuits et en réalité obligatoires et intéressés. Toutes ces notions-là. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de gratuité possible s'il n'y a pas d'abord pris en charge dans un système une notion d'obligation, de confiance et de possibilité de rendre. Et je l'illustre de deux manières. La première, c'est qu'ils ont commencé par m'expliquer que toutes les institutions qui supportaient cette action-là avaient perdu leur confiance. L'État, la sécurité sociale, les mutualités, les caisses de retraite, tout avait totalement perdu leur confiance. Et à vrai dire, pour des raisons tout à fait audibles. La deuxième, c'est que ceux qui ont pris des technologies ont proposé de me rendre des choses. Une compote de pommes, une pizza, ceci, cela. Il y a vraiment l'idée de rendre, comme pour se libérer. Vous vouliez dire quelque chose ? Est-ce qu'ils n'ont pas fui plutôt parce qu'ils ont entendu le mot interview ? Pas du tout. Pas du tout. À vrai dire, c'était presque une façon de sauver les choses, pour expliquer l'intérêt que j'avais à leur donner quelque chose. C'est vraiment la notion de gratuité qui est louche. Et c'est pas que chez les personnes âgées. Les jeunes qui sont venus, qui sont aussi venus au stand, il y avait un robot de téléprésence, il y avait plein de trucs rigolos. Les jeunes avaient envie juste de prendre les technos, de se barrer avec, ils étaient très contents. Il n'y avait aucun souci, je vous rappellerai, parce qu'en plus, évidemment, moi je leur donne mes coordonnées, je leur dis rappelez-moi dans un mois, c'est pas intrusif, je demande pas leur adresse, je les livre où ils veulent. Et d'ailleurs, la méfiance est vraiment à un point élevé. Ils me demandent plutôt de les rencontrer à l'extérieur, dans des supermarchés, à la sortie de leur travail. Je vous dis que c'est pas le domicile, je vous ai répondu un peu vite. Je sais vraiment ce qu'il en est du domicile et de l'interview. En ce qui me concerne, je dois interviewer chez elles des personnes âgées, peut-être 200 personnes par an. C'est un truc que vraiment je connais bien. Et je peux vous dire que c'est vraiment très facile, en fait, d'aller parler à des personnes âgées chez elles. Voilà. Et que le point décisif là-dessus, c'est la confiance.
Et que si vous dites que vous venez pour votre propre compte, c'est open bar. Si vous dites que vous venez pour le compte de la sécurité sociale, c'est peu open bar du tout. Voilà. Ou de l'agence régionale de santé, c'est-à-dire la notion de confiance. Or là, la confiance, elle s'effondrait. Mais vraiment, je voyais les types paniquer et partir en l'espace de 2-3 secondes avec le mot gratuité. C'était vraiment très très frappant. Donc j'avais envie vraiment de vous faire réfléchir à ça. En fait, la gratuité, ça n'est pas l'absence de lien. Ça n'est possible que dans un cadre où il y a énormément de liens, de confiance et d'obligation pour que ça fonctionne. Fin des joies sociologiques de la semaine. Nous allons aujourd'hui, j'en suis très content, faire un cours que je vais intituler « L'invention du monde ». L'invention du monde. Et ça m'est venu comment, cette idée-là ? Très naturellement, comme on était sur Max Weber la semaine dernière et la semaine précédente, j'ai continué à lire du Max Weber et j'ai relu un texte que je n'avais pas lu depuis très longtemps. Un texte qui s'appelle « La vocation de savant », ou « La science comme vocation », si vous préférez. Le titre en allemand, c'est vraiment « La science comme vocation », « Wissenschaft als Beruf ». « Wissenschaft », c'est la science, « Beruf », c'est la vocation, « als », c'est comme. La science comme vocation, et qui se trouve à l'intérieur d'un recueil qu'on vend en France la plupart du temps sous le nom qui est au tableau, sous le titre qui est au tableau, Le savant et le politique. 1919. Parce que le premier essai s'appelle La science comme vocation et le second essai s'appelle La politique comme vocation. Sachant que, comme je vous l'ai dit, dans le cadre de la neutralité axiologique, Max Weber sépare la science et le politique. Le monde des valeurs et le monde de l'objectivité en un sens. Alors, pourquoi est-ce que je suis aussi enthousiaste ? Parce que c'est simple, ce texte est absolument génial, à la fois d'intelligence et d'intuition. Et il m'a apporté un plaisir extraordinaire que j'ai envie de partager avec vous. Notamment pour je ne sais pas si vous relisez parfois des livres que vous avez lus, mais dans ces retrouvailles, il y a ce site particulier qu'on comprend d'autres choses, qu'on voit d'autres lignes. Prenez-vous quelques bouquins que vous aimez bien et lisez-les chaque année. Ne serait-ce que pour faire cette expérience du lire. Et si vous avez des bons copains, faites cette expérience ensemble. Moi j'ai fait ça avec l'éthique de Spinoza et la LTI, la langue du Troisième Reich de Victor Klemperer, pendant des années, avec beaucoup de fruits. Bien. Trêve de professorat. Revenons à la joie du texte. Quand je parle d'invention du monde, je parle de quelque chose qu'on peut comprendre très très simplement en sociologie, même si le titre a l'air un peu mystique. L'invention du monde, c'est simplement le fait que, qu'est-ce que c'est qu'un monde, d'un point de vue sociologique ? C'est la façon dont collectivement, on interprète l'expérience commune. Comment est-ce qu'on peuple la matière de symboles ? Vous voyez, par exemple, les saisons, la fertilité des champs, la fécondité des couples, la prospérité de la ville. Est-ce que c'est une intervention des dieux ou est-ce que c'est autre chose ? La maladie, la peste. Lorsque la peste surgit à Thèbes, dans Oedipe, on cherche le criminel, qui a fâché les dieux. Aujourd'hui, quand apparaît la peste dans une ville, on regarde quels sont les facteurs épidémiologiques qui ont favorisé et comment est-ce qu'on pourrait lutter contre la maladie objectivement. Donc l'invention du monde, c'est la façon dont nous interprétons le monde. Et ça va de interpréter l'origine du monde, qui a créé le monde, quand ? Est-ce que c'est le Big Bang ? Est-ce que c'est Chronos ou Uranos et Gaïa ? Est-ce que c'est Yahvé ? Est-ce que c'est Allah ? J'en sais rien. Ça va de points aussi généraux à des points beaucoup plus précis et qui vont former l'armature de la fin du cours. Quelle est la signification de la vie ? Quelle est la signification de la mort ? Quelle est la signification de l'existence ? Quelle est la signification du sexe ? C'est les thèmes que je veux aborder avec vous. La vie, la mort, l'existence, on pourrait dire le monde. La vie, la mort, l'existence et le sexe. Donc, ça a l'air grandiloquent, mais c'est très simple. C'est comment évolue, comment se construit
socialement cette capacité à interpréter ensemble l'expérience et, à travers ça, à donner du sens à l'expérience. Pourquoi sommes-nous ici? Qui sommes-nous? Que faut-il faire dans ce cadre-là? Que signifie la vie? Que signifie la mort? Que signifie... Ces données, ne les prenez pas comme des gros mots, prenez ça vraiment comme le fondement de l'expérience commune, la scène sociale de l'action. Voilà. Aussi simplement que ça. Le propos de Max Weber dans la vocation de la science, ou la science comme vocation, c'est d'essayer de comprendre l'impact de l'influence croissante de la science dans l'interprétation du monde. D'accord ? Comment pensons-nous le monde ? Comment inventons-nous le monde ? Nous qui avons de plus en plus une expérience médiée par la science, à la matière, à l'expérience, à la Terre, à la planète, à la vie, à la mort, etc. Donc c'est vraiment ça. Quel est l'impact de la science dans l'invention du monde commun ? Alors, très vite, il nous dit, dans le fond, la science, c'est le produit d'un processus dont nous avons parlé la semaine dernière, qui est un processus de rationalisation du monde. Et par ailleurs, en fait, ce processus est disponible à chacun, essentiellement sous la forme de, retenez bien, une intellectualisation du monde. Intellectualisation du monde. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un rapport religieux, traditionnel, au lieu de se servir de cette expérience du monde comme d'un lieu de créativité collective, on intellectualise. On intellectualise, on cherche plutôt à abandonner à la raison, à la rationalité, l'interprétation du monde. Dans un premier temps, je finis ma phrase et je vous donne la parole. Dans un premier temps, je vais suivre un peu le texte, qui est, hélas, pas sous vos yeux, mais que vous avez. C'est celui qui s'appelle « Le savant et le politique ». Et dans un deuxième temps, j'irai voir justement les conséquences de cette intellectualisation sur la vie, la mort, l'existence, le sexe. Ce qui est intéressant... Non mais pardonnez-moi, vous aviez demandé la parole. Vous avez dit intellectualiser les choses et abandonner la raison. À la raison. Pas abandonner la raison, abandonner à la raison. Comme quand on laisse quelque chose à quelqu'un. Alors, vous allez le comprendre tout de suite, mais c'est vrai, je suis allé un peu vite. Mais j'avais envie de vous mettre en appétit, parce que comme c'est dur, j'ai besoin de votre concentration. La première chose que Max Weber nous dit dans cet extrait, c'est... Voilà, aujourd'hui, et notamment en Occident, même si ce processus touchera le monde entier à terme, nous sommes dans une intellectualisation du monde, intellectualisation de l'expérience commune. Et est-ce que ça signifie que nous avons plus de connaissances ? Pas du tout. Ça veut même plutôt dire exactement le contraire. Ça veut plutôt dire que notre rapport au monde est basé sur l'ignorance. Comment on peut le comprendre ? C'est très très simple. Il nous dit, dans une société traditionnelle, et c'est quelque chose que Claude Lévi-Strauss illustre très bien dans un bouquin qui s'appelle « La pensée sauvage ». Dans une société traditionnelle, n'importe quel enfant d'une dizaine d'années connaît la classification des plantes, la classification des animaux, il sait le sens de la vie, il sait par exemple qu'un jour la Lune a ouvert son sein et pouf, ça a donné une grande rivière dans laquelle l'humanité est née. Ou alors que Gaïa faisait l'amour avec Uranus et ça a créé l'univers, il y a eu Chronos et Zeus et tout ça. Ou que Yahvé un jour a dit boum, que la lumière soit et la lumière fut. Bon, vous voyez, voilà. Ou qu'Allah a dit tiens, bing, le monde. Peu importe. Voilà, dans des représentations traditionnelles, nous dit-il, dans le fond, bien que les monothéismes ne correspondent pas vraiment à des sociétés traditionnelles, mes derniers exemples étaient là pour faciliter votre compréhension, mais étaient un peu mensongers. Dans une société traditionnelle, un enfant sait.
Il sait à peu près assurer les conditions de son existence, faire sa nourriture, faire son abri. Et par ailleurs, il sait, en tout cas il pense savoir de notre point de vue. Là où nous, quand on prend par exemple le tramway, c'est l'exemple que donne Max Weber, on pourrait, mais comme il y a encore des tramways, on peut utiliser cet exemple-là, ou le RER, ou ce que vous voulez, ou l'avion, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Bon, vous ne savez pas du tout comment fonctionnent vos ordinateurs. Mais on pense qu'on pourrait nous expliquer rationnellement. On pense que nous pourrions nous prouver l'inexistence de principes magiques, mystérieux, sacrés, en comprenant rationnellement le fonctionnement des objets que nous utilisons. Il n'y a pas là un petit lutin qui capture les images. Non. Mais j'en sais rien. J'en sais strictement rien. Et donc, réfléchissez à ça. Si je ne sais pas expliquer pourquoi il y a un nuage, pourquoi il pleut, pourquoi les récoltes sont bonnes ou mauvaises, pourquoi il y a du réchauffement climatique, pourquoi est-ce que mon ordinateur marche, pourquoi est-ce que telle maladie surgit, pourquoi est-ce que... Mais que je fais confiance au fait qu'on pourrait me l'expliquer rationnellement, alors ma position dans le monde est la suivante. La plupart du temps, j'ignore tout de ce que j'expérimente, de ce que je vis, mais je m'abandonne, je laisse à la possibilité d'une démonstration scientifique l'explication de ce que je vis. Vous comprenez ? Je ne sais pas, mais j'abandonne mon expérience au fait qu'on pourrait m'expliquer rationnellement. J'abandonne en ce sens que je n'investis pas. Je ne dis pas, mais oui, je sais très bien, c'est le lutin Norbert, c'est lui qui fait marcher ma caméra. Mais oui, je sais très bien pourquoi l'ascenseur est en panne, c'est parce que le dragon numéro 4 avait la flemme ce matin. Je sais bien que c'est un dragon, mais en fait, non. Au fond, là, nous nous abandonnons. Alors c'est une position assez particulière qui allie deux choses très paradoxales. Une ignorance, d'un côté, et deuxièmement, la volonté de faire entrer tous les phénomènes expérimentés dans deux catégories, la maîtrise et la prévisibilité. Le fait de faire entrer en rationalité ce qu'on regarde, le fait d'utiliser la rationalité pour comprendre ce qu'on vit, ça fait entrer les phénomènes en maîtrise et prévisibilité. Je m'explique. Si le cancer de la mère Michu n'est pas dû à une punition divine, mais à une corrélation de facteurs, alors je peux comprendre rationnellement ce qui lui arrive et déployer des actions qui font entrer cette maladie dans une forme de maîtrise et de prévisibilité de son évolution. De la même manière, si ça n'est pas une colère d'Odin qui fait que, ou un complot des Chinois, qui fait qu'il y a un réchauffement climatique, alors je peux rentrer vis-à-vis du réchauffement climatique dans une perspective de maîtrise et de prévisibilité. Ça a énormément d'impact. Le premier impact, c'est que, c'est un impact symbolique mais très important, la nature disparaît. Il n'y a plus de nature. Il n'y a plus de principe qui nous soit extérieur et transcendant. Il n'y a qu'un espèce de vaste square humain dans lequel nous gérons les choses. Et nous les gérons dans tous les moments de notre existence. Par exemple, en dévorant de l'énergie comme ça avec vos ordinateurs alors que vous pourriez très bien vous en passer, vous tuez des ours blancs. C'est pas gentil. Et on peut le mesurer. Et on peut se donner des objectifs chiffrés. Tout rentre en chiffres. Et prévoir qu'à l'horizon 2020, on pourra prévoir limiter l'augmentation à 1,5 degré ou à 2 degrés ou à 3 degrés, etc., etc. Donc on a affaire à un monde maîtrisable et prévisible. Donc vous voyez, à la fois on ignore tout, à la fois on est dans la maîtrise et la prévisibilité. L'autre conséquence relevée par Max Weber, c'est qu'on a affaire à un monde désenchanté. C'est-à-dire à un monde dans lequel tout est explicable. C'est-à-dire dans lequel tout est peut-être rapporté à des lois objectives. D'accord ? On ne soupçonnera pas une cause sacrée, une cause mystérieuse ou magique. On attribuera un événement soit à une cause non encore compréhensible, non encore connue, soit à une cause objectivable. Voilà. Bien. J'ai utilisé à dessein le terme abandon,
parce que vous vous rendez bien compte que une société qui accepte cette idée selon laquelle tout peut être explicable scientifiquement, une telle société renonce à sa créativité. Elle renonce à la créativité qu'elle a d'interpréter le monde. Vous comprenez ? Elle renonce à cette possibilité d'inventer le monde et d'attribuer elle-même des causes aux phénomènes qu'elle observe. En d'autres termes, l'interprétation du monde est déléguée à la science. Bien. Alors, j'avance un peu dans le texte, je vais un peu trop vite, parce que le premier exemple qui est donné par Max Weber, ce sont les conséquences sur la pensée de la mort. Mais juste après, il donne des conséquences sur la vie politique que je voudrais explorer avant de vous prendre la mort, la vie, l'existence et le sexe ensemble. Les conséquences sur le politique de l'intellectualisation du monde. C'est bien de ça dont il est question. Quelles sont les conséquences sur le politique ? Pour envisager ce point, Max Weber fait référence à un texte très connu de Platon, issu le 7e livre, c'est-à-dire la fin de la République de Platon, qui s'appelle le mythe de la caverne. Vous connaissez le mythe de la caverne ? Qu'est-ce que vous retenez du mythe de la caverne ? C'est quoi le mythe de la caverne ? Oui ? C'est qu'une fois qu'on s'est installé dans un confort lié à la connaissance qu'on pense avoir du monde, quand on va essayer de révéler la vérité fondamentale de ce qu'on a envie, on va être tellement chamboulé qu'on va refuser d'y croire. C'est une partie des choses qui sont exprimées par cette métaphore, mais c'est incomplet. D'autres idées ? C'est un texte très bizarre et très difficile à maîtriser. Il est souvent mal enseigné, notamment parce que on oublie qu'il est dans la République, et donc qu'il y a une vocation politique de la métaphore, et deuxièmement parce que très étrangement, très peu de temps avant ce texte, Platon a produit une diatribe extrêmement violente des métaphores et des gens qui racontent des histoires et qui utilisent des belles images pour tromper le peuple. Enfin, peu importe. Alors, que dit cette métaphore-là ? Je vais faire d'abord la métaphore et ensuite l'expliquer dans sa signification, enfin du moins telle que moi je la comprends. La métaphore est la suivante. Nous autres êtres humains vivons enchaînés dans une grotte, un endroit fermé du monde réel, dans lequel une forme de cinéma, de reflet de lumière, nous présente une illusion de la réalité. Donc nous sommes comme enchaînés dans une salle de cinéma, si vous voulez bien. Dans une grotte où nous voyons des belles images du monde, mais qui sont des interprétations, qui ne sont pas le vrai monde. Certaines personnes sont capables de s'arracher à cette situation et de sortir de la grotte. Après un premier temps d'éblouissement, où pour la première fois ils voient le ciel, ils voient le vrai monde et leur vocation, ce qu'ils doivent faire, c'est revenir vers les autres, fort de cette connaissance-là. Et j'arrête là la métaphore, volontairement. Maintenant, je vous explique le sens. Nous vivons dans un monde d'interprétation. Nous vivons dans un monde où nous ne voyons pas le vrai. Certains parmi nous sont capables de s'arracher à ça, et grâce à la fréquentation du ciel, c'est-à-dire du ciel des idées, c'est-à-dire des concepts et de la rationalité, certains d'entre nous sont capables de s'arracher aux illusions pour découvrir le vrai. Ce qui intéresse ici Platon, quand il dit le vrai, c'est-à-dire la science royale, la science du gouvernement, en fonction des idées vraies et non pas en fonction d'illusions. Il existe donc des personnes qui sont capables, par une longue formation de philosophe, évidemment, d'arriver à des vérités sur le mode de gouvernement qui les habilitent à être les dirigeants, non pas en fonction de leur naissance, mais en fonction de leur accès à la science royale. En d'autres termes, Platon fait une apologie de l'aristocratie, mais basée non pas sur la naissance, sur la connaissance. On pourrait dire qu'il fait une apologie de la méritocratie, mais ça serait vraiment hors du temps. Et si on veut être encore plus hors du temps, mais plus proche de la réalité, en fait, Platon fait une apologie de l'expertocratie. C'est-à-dire de l'idée qu'à travers une formation et une sélection extrêmement rigoureuse, on peut former des gens capables, parce qu'ils sont dépositaires de la science royale, de gouverner, ce qui consiste à dire qu'il faut absolument arracher le pouvoir à la démocratie et le confier aux experts. Voilà. C'est-à-dire à ceux qui sont bien formés dans l'art de la science royale. C'est quasiment une apologie de Léna avant l'heure.
Mais enfin, je rigole pas, c'est... Quelqu'un comme François Hollande, je pense, croit en ce genre de bêtises. Je pense même que c'est ce qui le fonde quasiment psychiquement, ce qui le rend aussi autiste aujourd'hui. Bien. Si on suit Max Weber, aujourd'hui il y a un souci qui est très simple, c'est qu'il n'existe plus de support symbolique. Il n'existe plus de support symbolique à cette position de la science royale. En quelque sorte, nos experts, ceux qui sont dans l'expertocratie, ceux qui prétendent diriger au nom d'une meilleure connaissance, ne peuvent pas dire que c'est Dieu qui leur a donné, ne peuvent pas dire que c'est le ciel des idées qui leur a donné. Ils sont obligés de dire que c'est une science royale, mais qui change avec les années, qui est modifiée, qui est relative, etc., etc. Et ils n'ont plus ce support mythologique pour affirmer la domination qu'ils exercent. Alors, on y reviendra tout à l'heure, je vous l'expliquerai dans le détail. Cependant, certains défenseurs, certains apologues, un apologue c'est quelqu'un qui fait l'apologie, certains apologues de l'idée qu'il faut un gouvernement mondial fait d'experts pour gérer les risques inhérents à la mondialisation, on les verra tout à l'heure, vont rechercher des positions religieuses et morales autour de l'idée qu'il y a un impératif, c'est sauver l'humanité, et qu'il faut être les prophètes de la catastrophe, annoncer la catastrophe partout pour obtenir des peuples le pouvoir exclusif qu'on donnera aux experts, qui sont eux à même de prendre en charge les risques inhérents à la mondialisation, c'est-à-dire le réchauffement climatique, le nucléaire, etc., etc. On y reviendra tout à l'heure. C'était un petit aperçu. Alors, une fois qu'on a vu ça, Max Weber nous dit, je vous trace le texte très rapidement comme ça. Jusqu'à la fin de la Renaissance, la science avait en quelque sorte un rapport à la religion et un rapport aux arts qui en faisaient des disciplines presque sœurs. Pour un Léonard de Vinci, mais en un sens c'est vrai aussi d'un Spinoza, ou c'est vrai d'un scientifique cité par Swammerdam, cité par Max Weber, qui dit « Je vous apporte ici dans l'anatomie d'un pouls la preuve de la providence divine ». Toutes ces disciplines, si on veut bien, la théologie, la science et les arts, cherchaient à révéler la divinité. En découvrant la mathématique, en découvrant la géométrie, en découvrant la mathématique comme rire de Dieu, ou l'idée que quand on découvrait des lois de la nature, on découvrait des lois de la nature, des lois divines. Bien. Cela n'existe plus au temps de Max Weber. La science ne nourrit plus, en quelque sorte, la théologie, ne nourrit plus l'expérience sacrée du monde. Elle livre des résultats qui sont falsifiables, qui sont contestables, qui sont susceptibles d'évoluer. La vocation de la science n'est donc plus de révéler Dieu, la providence divine. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, on pourrait dire la vocation de la science, c'est de rendre le monde explicable, c'est-à-dire de rendre tous les faits explicables par des lois scientifiques. Mais ça laisse un trou béant, c'est-à-dire cette interprétation du monde ne nous dit jamais que devons-nous faire, comment nous comporter. En d'autres termes, une explication scientifique du monde ne dit jamais ce qu'il convient de faire moralement ou éthiquement. Par ailleurs, une explication scientifique du monde vide de leur sens des thématiques aussi importantes pour une scène sociale de l'action que la mort, la vie, l'existence et le sexe, dont nous allons parler tout de suite, maintenant. J'ai oublié le monde, à chaque fois j'oublie le monde, je ne sais pas pourquoi. La mort, la vie, l'existence, le monde et le sexe, tiens, voilà. Pouh, ça a l'air dur aujourd'hui. J'ai enseigné pendant un semestre à l'École nationale des ponts et chaussées. Et
J'avais un cours le matin de 8 à 10, quelque chose comme ça, ou 8h30, 11h, je sais plus. Et rituellement, la veille, et il paraît que c'est pareil dans toutes les écoles d'ingénieurs, tous les élèves se mettaient une cuite pas possible. Et donc le matin, c'était très drôle, je voyais des élèves arriver avec 3 verres d'eau dans la salle pour essayer de passer leur cuite. Ça ressemble un peu à aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Vous avez des drôles de mine un peu. Surtout vous. Moi, Ouais, vous avez l'air fatigué. C'est pas grave. parce que je suis un peu mine. Ah, d'accord. Oui, explication rationnelle, maîtrisable, prévisible, c'est terrible. Bon. Alors la mort. Comment est-ce que l'intellectualisation du monde a modifié notre rapport à la mort? Je vais suivre précisément le raisonnement de Max Weber, qui cite Tolstoï pour l'appuyer. Il nous dit la chose suivante. Sans le cadre mythologique, sans le cadre religieux, la mort ne saurait plus avoir aucun sens. En aucun cas, un individu ne peut dire « Il est légitime que je meure aujourd'hui car ma vie a été bien remplie, j'ai bien fait mon rôle d'humain sur la Terre. » Par exemple, dans tel cadre, nous avons été créés par Dieu, notre vie sur la terre en tant que mortel est là pour racheter les péchés du monde, et puis une fois qu'on a bien joué son rôle en tant qu'enfant, parent, grand-parent, on peut mourir calmement en faisant une dernière, comment on dit déjà, zut, voyons. Les derniers sacrements, etc., en se confessant avant de mourir, et puis voilà. Et on ira devant un tribunal, et selon le poids de son âme et ses péchés, on ira plutôt ici ou plutôt par là. Ça, c'est un cadre dans lequel, effectivement, la mort a un sens. Et nous sommes devenus mortels à cause du péché originel, et tralala, tralala. Dans un cadre scientifique, rien ne peut légitimer, c'est-à-dire ne peut donner du sens à l'acceptation de la mort. Il y a un fait biologique, nous sommes des êtres mortels. Rien, aucun interdit moral, aucun sens de ce qu'on peut apporter à ce phénomène ne la justifie. C'est comme ça, mais ça n'a pas de sens. Tout nous autorise donc à nier la légitimité de ce fait et à dire il n'y a rien de légitime qui puisse justifier de m'interdire d'essayer d'être immortel. L'immortalité n'est plus un péché, ça n'est plus un orgueil. Vous vous souvenez quand, il y a très très longtemps, vous savez, Apollon avait eu un fils, un très très bon médecin. Vous avez jamais entendu cette histoire-là? Asclépios, non? Ou Esculape en latin. Bon alors Apollon a un fils, est très très bon médecin, mais il est tellement bon qu'il rend les hommes immortels. Voire il arrive à ressusciter les morts. Alors Zeus dit, ça c'est désordre dans l'univers, boum, et il le fout droit. Voilà. Et vous voyez le moment où le cadre mythologique dit, la mort a un sens, elle participe de l'ordre du monde, on n'a pas le droit d'aller contre. Dès lors qu'il n'y a plus cette justification-là, alors on a le droit de chercher l'immortalité. Ça se manifeste comment? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le transhumanisme? Non? Vous savez pas? C'est marrant, c'est très à la mode, le patron de Google qui a investi vachement là-dedans, le patron de... Non? Vous direz? Le transhumanisme, c'est vraiment, personne ne sait? Oui? Ouais, c'est un peu flou. C'est l'idée selon laquelle on va pouvoir transcender les limites actuelles de l'humain. Tout simplement. Puisqu'il n'y a rien qui justifie la mortalité, alors on peut effectivement rechercher l'immortalité. Et rechercher l'immortalité, ça va vouloir dire mettre au service de cette cause, l'immortalité, tous les moyens de la science moderne, sans que rien ne soit tabou, sans que rien ne soit interdit. Et donc c'est l'idée d'un être humain augmenté, d'un être humain qui ne soit plus contenu dans le cadre sacré de la création, en quelque sorte, mais qui soit ce qu'il veut. Bon. C'est-à-dire qu'il dispose non seulement d'une illimitation de l'action, de la volonté, pardon, illimitation de la volonté, mais aussi une illimitation de la vie. Voilà. J'ai le droit de vivre autant de temps que bon me semblera, sans ne plus admettre
comme légitime, comme justifiée, aucune limitation de ce point de vue-là. Alors, évidemment, quelle est la conséquence de ça? Au-delà des tentatives de cryogénisation, toutes les recherches génétiques sur l'arrêt du vieillissement des cellules, quelle est la conséquence de ça pour nous autres mortels? Il y a une conséquence très simple, c'est que la mort n'a plus de sens. Pour ceux d'entre nous qui ont suivi le processus d'intellectualisation jusqu'à effectivement ne plus croire que les dieux, le sacré, donnent un sens à la mort, alors la mort n'a aucun sens. Et comment prendre en charge la mort dans ce cas-là? Si vous lisez les anthropologues des rites de mort, notamment Ariès et oh zut, comment il s'appelle celui-là? Les rites de mort de Louis-Vincent Thomas, vous verrez que, effectivement, on a vu progressivement, en France en tout cas, la disparition progressive des rites de mort qui s'appuyaient sur un sens, et puis le remplacement par des tentatives d'effacer au plus vite la trace de la mort, parce que ça devient quelque chose de gênant, auquel on ne peut pas donner de sens. Ça veut rien dire. La mort, ça veut rien dire. C'est pas justifiable. Vous me suivez? Non? Ça veut dire nouilles. C'est joli. Béni soit l'inventeur de ce truc. Qu'est-ce que c'est chouette. Bon, la vie étant ce qu'elle est. On va justement passer à la vie. Et on va inclure peut-être vie et existence. Je vais essayer de considérer la vie comme la vie humaine et l'existence comme l'existence de l'humanité. La vie de chaque humain et l'existence de l'humanité en général. Oui. J'ai une question. Oui. La mort n'a plus de sens, il n'y a pas de côté divin, mais Oui. il n'empêche que les gens craignent la mort. Exactement. Exactement. Ça change aussi. D'abord, et peut-être ça Max Weber l'avait pas du tout prévu, la religion a reculé, certes, mais pas tant que ça, et surtout pas en Allemagne. Donc il y a encore beaucoup de gens qui trouvent la justification de la mort dans un ensemble religieux, si vous voulez. Par ailleurs, chez les personnes qui se déclarent athées ou agnostiques, si vous grattez un peu, si vous les interrogez, vous allez souvent, sur la question de la vie après la mort ou de la mort, trouver énormément de confusion. Notamment parce que il est très difficile de s'abandonner à la science sur des sujets pareils. Et ceux qui ont l'habitude de s'abandonner à la science ne sont pas à l'abri de chercher à travers des expériences proches de la mort, je ne sais pas comment ça s'appelle, near to death experience. Il y a beaucoup de Nord-Américains qui font ça, qui regardent les gens qui frôlent la mort, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils voient, et on essaie scientifiquement d'établir ce qui se passe. Donc, il reste cette inquiétude-là. Mais je pense que ce que dit profondément Max Weber est acceptable, c'est-à-dire quand on participe de cette intellectualisation du monde et du désenchantement du monde, on a affaire à un manque de sens. Comment est-ce qu'on se comporte ensuite devant le manque de sens? C'est une autre affaire. C'est une autre affaire. On en trouve des traces dans la déritualisation. Si, par exemple, si je ne mets pas un morceau de pain à côté du mort, il y a un risque qu'il revienne, parce qu'il n'aura pas trouvé sa place au paradis. Là, vous voyez, les actions sont très précises. Je veux à la fois accompagner le mort et puis quand même m'en débarrasser. Si j'ai besoin que l'âme du mort ne s'abîme pas trop, donc je tue le roi avant qu'il abîme l'âme du chef qui va revenir dans le prochain chef, là encore, je sais très bien quoi faire, je sais ce qu'est la mort. Si je ligote le mort pour que surtout pas il revienne, ou si je le ressors au bout d'1 ou 2 ans pour danser avec lui et le vénérer et lui faire son apologie, enfin, il y a des tas de traditions comme ça qui prennent en charge la mort parce qu'on sait y donner un sens. Quand vous avez affaire à des pratiques de plus en plus différenciées, de plus en plus tâtonnantes, et où effectivement on peut démontrer statistiquement que la plupart du temps on cherche à effacer le plus vite possible la trace de la mort, alors effectivement on peut observer, on peut faire l'hypothèse que ce qui est à l'œuvre, c'est ce qu'avait prédit Max Weber, c'est-à-dire la conséquence de l'intellectualisation du monde sur la mort. Ce que je dis d'ailleurs, il l'utilise sur la mort, mais on pourrait le dire aussi sur la vie. Il dit, dans le fond, dans une société traditionnelle, la vie, ça rejoint beaucoup ce que dit Simmel sur la sphère superficielle de la conscience.
On a un nombre relativement limité d'expériences, d'actions, de perceptions par jour. Chacune est bien cadrée par un ensemble symbolique, par une culture. Chaque chose a son sens, est à sa place. Dans une vie contemporaine, on vit tellement de trucs tout le temps. On observe à tellement de phénomènes, que dans le fond, on est dépassé par la capacité même à attribuer un sens à tout. Et dans le fond, on abandonne cette idée de signification des choses. D'accord ? Je trouve ce texte passionnant. J'essaye de vous le livrer aussi pur que possible et avec tout ce que ça peut donner à penser. Ça ne veut pas dire que c'est pas contestable. Non, mais Jamais. du coup, c'est un peu opposé à ce qu'on a dit avant sur l'homme. Parce qu'on cherche à rationaliser, à expliquer tous les phénomènes. Là, Max... on le faisait avec la religion, et donc si la religion recule, et ben, on est plus en psychologie. Je vais être obligé de vous livrer un secret que j'ai découvert très très longtemps. C'est qu'au fait, je délire complètement, mais je prenais des cours de logique et voilà, j'étais à cette époque-là à la Sorbonne en train de lire les textes des hommes, c'est essentiellement des hommes à l'époque, parce que voilà, c'était comme ça, une société très macho, des hommes qui cherchaient une rationalisation totale. Par exemple, qui cherchait à découvrir le langage formulaire de la pensée pure. Frege. C'est beau ça. Et j'ai été amené à découvrir qu'en fait c'est une passion comme une autre. Que c'est pas des gens qui sont... La rationalisation c'est une passion. Moi j'avais tendance à penser que c'était des messieurs qui avaient des rapports ambigus avec leur maman. Mais j'étais trop jeune, bien sûr, je disais des bêtises. C'est un type, Frege, qui cherchait à inventer une langue parfaitement pure, dénuée de tout symbole, dénuée de toute trace d'humanité, en un sens. Et un jour, il y a un type qui s'appelle Russell, qui lui a écrit une petite lettre, qui lui dit « Voilà, j'ai lu votre dernier bouquin, là où vous aviez découvert le langage formulaire de la pensée pure. En fait, j'ai une question à vous poser. Je ne vous expliquerai pas la question, mais je vous la livrerai. C'est quel est l'annuaire des annuaires ?» Peu de temps après avoir subi une dépression, Frege se suicidait. En fait, c'était l'intuition magnifique de Russell qui consistait à dire qu'il n'y a pas de système complet et il n'y a pas de mathématiques pures, il n'y a rien qui précède. Et en d'autres termes, tout système logique est un langage qui n'est jamais complet. Il y a toujours un endroit où on retrouve une phrase, où on retrouve la trace de l'invention. Vous comprenez ? Bon. Peu importe. Donc, oui, la rationalité, c'est une passion. C'est une passion sociale. Et en l'occurrence, on décrit quelque chose de collectif. Je ne me place pas dans la position weberienne qui consiste à considérer que c'est un processus historique, une forme de nouvelle providence, le progrès de la rationalisation, et qui soit inarrêtable. C'est effectivement, à l'époque, le positivisme, c'est vraiment une religion de la science. C'est bien là-dedans qu'il faut se replacer. Néanmoins, il a des visions extraordinaires, c'est-à-dire comprendre déjà que ce rapport-là à l'intellectualisation du monde va transformer le rapport à la mort et rendre la mort illégitime. C'est annoncer le transhumanisme. C'est bien vu. C'est fort. Bien. Alors, sur la vie, évidemment, on va retrouver les mêmes thématiques. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de faire des modifications génétiques, de faire des clones, voilà, toutes ces expérimentations-là, le sens de la vie, qui se trouve mis en question. Maintenant, pour des questions de bassement matérialiste de temps, je vais essayer d'avancer un peu et switcher tout de suite sur l'existence. Quel est le sens de l'existence ? Qu'est-ce qui justifie l'existence, notre existence, en tant qu'être humain sur la Terre ? Est-ce que vous connaissez des théories non religieuses, ou même, soyons sympas, d'abord religieuses puis non religieuses, qui justifient l'existence de l'être humain sur la Terre ? Et ce faisant, qui nous donne un rôle. Intéressant. C'est intéressant comme... imaginez qu'on soit dans une société religieuse. Je sais pas, je donne ce cours-là en ce moment à l'université Al-Azhar du Caire, où je ne pourrais pas donner ce cours, mais enfin peu importe. Imaginons que je pose cette question-là à l'université Al-Azhar du Caire, qui est c'est vraiment le centre universitaire de l'islam en Égypte. Je pose cette question-là. Qu'est-ce qui justifie l'existence de l'humain sur la Terre ? Mais la volonté de Dieu. Point.
et qui donne un sens, et vous trouverez un sens différent dans chaque religion. Je vous pose la question vide, absence totale de réponse. Est-ce que vous connaissez simplement des théories qui justifient notre existence? Est-ce que vous connaissez une? Allez, quoi. Non? Pourquoi est-ce qu'on existe? Vous savez pas. Bon. Ouais? Un truc en rapport avec l'évolution, le fait d'avoir besoin d'un super prédateur ou quelque chose comme ça. Alors, vous avez raison, mais le problème c'est que c'est justement la science. Or, la science ne justifie pas, elle explique. Et les théories darwiniennes de l'évolution vont vous dire l'être humain existe sur la Terre, en quelque sorte à cause d'une succession d'événements, j'allais dire hasardeux, mais enfin c'est pas exactement ça, mais enfin d'événements circonstanciels, circonstances déterminées par des lois naturelles. Donc il y a des lois physiques, biologiques, chimiques, des lois de l'évolution, et puis des successions d'événements. Et ces circonstances ont abouti à nous. Alors ensuite, les scientifiques peuvent essayer d'inventer un grand dessein divin et dire c'est tellement improbable que l'humanité existe que dans le fond il y a un dessein. Là on retourne aux religieux pour se donner enfin, voilà, une raison d'être. Mais, alors je vais vous en donner. Ça peut être par exemple pour établir le triomphe de la raison sur la Terre, dans une perspective humaniste. Ça peut être dans une perspective heideggerienne, qui part de l'idée et du constat plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale, de l'échec de l'humanisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur positive dans l'humain. Cette idée qu'en fait, notre rôle dans l'existence, notre rôle, c'est il appelle ça être les gardiens de l'être. C'est-à-dire, nous sommes les seules créatures à dire le monde et à le faire exister dans la parole. Donc le rôle de l'humanité, sa justification, c'est de dire le monde. Alors, je vais vous en donner un dernier exemple. Dans un mouvement qui s'appelle les catastrophistes, un mouvement philosophique, dans lesquels on peut ranger des penseurs comme Hans Jonas ou Jean-Pierre Dupuy, leurs noms sont au tableau. Par exemple, si vous lisez de Jean-Pierre Dupuy, c'est facile parce que c'est en français et que c'est un texte assez facile qui s'appelle « Pour un catastrophisme éclairé ». L'idée est la suivante. Il existe un impératif catégorique qu'on peut démontrer en raison. Si on n'écoute que la rationalité, il n'existe qu'un impératif catégorique, c'est-à-dire qu'une loi morale sur Terre. Cette loi, c'est « nous devons préserver l'humanité ». Nous devons assurer la survie de l'humanité. Le seul impératif moral, c'est « nous devons assurer la survie de l'humanité ». Et alors vous allez voir, ça a des conséquences majeures sur l'interprétation du monde. Puisque nous subissons l'impératif moral de sauver l'humanité. Nous devons prendre en charge les risques qui menacent l'humanité. Les risques qui menacent l'humanité, ce sont les risques produits par la mondialisation, que dans leur perspective, on analyse comme un tsunami, comme quelque chose d'inarrêtable, parce qu'on a une perspective post-marxiste où c'est bien l'infrastructure, c'est bien le travail qui conditionne tout, et pas par exemple les petits chefs ou les décisions, ceci ou cela. C'est vraiment ce processus industriel mondial qui crée des risques mondiaux. Les risques mondiaux, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire le réchauffement climatique, de ne plus avoir d'eau, d'avoir créé le risque nucléaire. Bon. Et par rapport à ça, il faut créer une institution capable de les prendre en charge. Ça serait donc un gouvernement mondial fait d'experts à qui on donnerait en quelque sorte les commandes pour protéger l'humanité contre les risques mondiaux. C'est pas de la fiction, hein, ça existe, ces institutions-là. Bon. Puisque toutes les cultures politiques vont nécessairement créer du conflit, une interprétation différente des risques, etc., confère Donald Trump qui pense que le réchauffement climatique c'est un complot des Chinois, il nous faut créer un gouvernement mondial d'experts, de gens purement objectifs. Bon. Seulement, hélas, les peuples résistent. Alors comment on va faire pour que les peuples acceptent? Eh bien, Gunther Anders et Hans Jonas nous disent clairement il faut devenir les prophètes de la catastrophe. On retourne au vocabulaire religieux. Contre le tsunami, retour de la nature, de la mondialisation, il faut des prophètes de la catastrophe. Et
en quelque sorte pour être à la pointe de la rationalisation du monde, c'est-à-dire il faut des experts pour gouverner le monde, c'est quand même très marrant ça, comme pointe. Il faut utiliser la religion en quelque sorte pour persuader les gens de se soumettre à la raison. Vous voyez ce chemin? C'est clair? Ouf. Bon. Quant à Gunther Anders, c'est un philosophe allemand qui lui n'était pas du tout catastrophiste, mais je l'ai mis quand même parce que alors lui, il part du même constat, c'est-à-dire il existe des risques mondiaux, par exemple le nucléaire. C'est un militant anti-nucléaire. Et il dit, ça nous a changé. On était des mortels avant, nous sommes devenus maintenant le genre mortel. L'humanité peut se détruire du jour au lendemain. Face à ce risque-là, on revient à la religion, nous dit-il. Il faut créer les 10 commandements de l'ère atomique. Et les 10 commandements de l'ère atomique, c'est qu'au lieu de faire un sourire béat en vous étirant comme vous venez de le faire le matin au réveil, il faut vous dire, c'est le commandement numéro 1, que votre premier mot le matin soit « atome », pour ne jamais oublier que maintenant nous sommes mortels. Et évidemment, ça marche pas. On s'en fout complètement. Objectivement, effectivement, on peut se détruire comme ça. Si Poutine n'est pas content, ou l'autre imbécile de Trump, ce qui est quand même assez rigolo, comme on peut se détruire là, pouf, comme ça, pouf, c'est fini. Mais on s'en fout. De la même manière, quand on pense le monde comme un petit square mis en gestion, où tout est prévisible et maîtrisable par l'action humaine, vous vous rendez bien compte que votre consommation, la façon dont vous tirez la chasse d'eau, dont vous triez les déchets, tout ça, ça tue les ours blancs, c'est très vilain. Mais à quel moment vous y pensez aux ours blancs? C'est extrêmement loin de votre expérience. Quand quelqu'un va prendre la voiture le matin pour aller au travail, il pense d'abord, où sont mes clés? Ensuite, est-ce que j'ai fait le plein? Bordel de Zeus, le gamin a pas passé l'aspirateur, ça pue le chien dans la voiture. Pourquoi est-ce que ce 77 il se pousse pas? Merde, je vais être en retard. Ensuite, il y a des bouchons, bordel de Zeus. Ensuite, où est-ce que je trouve FIP ou j'en sais rien, moi, Skyrock sur mon truc. Ensuite, bordel, elle est belle la voiture à côté. Bon, enfin, peu importe. Et peut-être la 40e question, c'est oui, ça pollue un peu. Et la 80e, ça serait à la rigueur peut-être, je vais tuer un ours blanc. Pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce que notre rapport au monde fait que il y a un écart extraordinaire entre notre expérience du monde et notre intellectualisation du monde. Entre le monde que nous vivons et celui que nous sommes capables de connaître, notamment en nous basant sur cette confiance qu'au fait aux scientifiques. Vous savez qu'il est très vilain, c'est très très vilain de ne pas croire au réchauffement climatique. Mais ceux qui, parmi vous, pensent que c'est vrai, qu'il y a un réchauffement climatique, et j'en fais partie, n'en savent strictement rien. Absolument rien. On n'en sait rien. On abandonne notre compréhension du monde à des scientifiques auxquels on fait confiance. Nous faisons confiance au GIEC pour dire qu'il y a quelque chose comme un réchauffement climatique. Et ce réchauffement est attribuable à nos actions et non pas à la décision de Youpi la Bourboule, le grand dieu du climat. Vous comprenez ? Donc c'est vraiment cette espèce d'écart extrême entre notre interprétation du monde qu'on abandonne complètement. Et puis la façon dont on le vit, et puis on est bien obligé de l'interpréter. Or, et c'est par ça que je commençais le cours, selon la formule de Marc Aurèle, le monde n'est que ce qu'on en pense. Or là, l'humanité se trouve dans une position bizarre, avec une espèce de schisme entre ce qu'on en pense du côté de la raison et ce qu'on en pense du côté de la vie. Le vrai monde, celui que vous vivez, c'est pas celui où il y a le réchauffement climatique, c'est celui où il y a des embouteillages. C'est celui où vous tombez amoureuse du type qui est à côté dans le bus. C'est pas celui où l'ours blanc meurt. Par contre, c'est celui où on vous parle de l'ours blanc qui meurt et tout ça. Je sais pas pourquoi je prends toujours l'exemple de l'ours blanc. Ça faudrait que je change peut-être. J'ai vu une image récemment, ça doit être ça. Non seulement qui tâtait la glace pour savoir s'il pouvait y aller. Et selon les écolos ou les gens qui font du greenwashing, enfin du lavage de cerveau vert, ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait, quand ils montrent cette image-là en disant faites attention à ne pas tirer la chasse, en fait ils tuent l'ours blanc, déjà. Ils le font disparaître, naturellement. Parce que l'ours blanc cesse d'être un animal sauvage, il est une conséquence secondaire de la façon dont vous tirez la chasse. Vous comprenez ?
dès le moment où on conditionne l'existence de la nature qui dit à notre action, alors la nature cesse d'exister. Le côté sacré que peut avoir ce qui nous précède et qui nous transcende, on n'y est pour rien dans l'existence des ours blancs, on ne les a pas créés. Par contre, on a la possibilité de leur destruction dans les mains, et on devient d'un seul coup la condition sine qua non de leur existence. On devient le principe de leur existence. Dès lors, ça devient des lapins d'appartement, ça devient des chihuahuas, ça devient des animaux domestiques, en ce sens que la terre devient exactement notre appartement, dont on peut réguler la température en bougeant le bouton. C'est un assassinat symbolique, mais moi je ne suis pas zoologue, je ne suis pas éthologue, je m'intéresse plutôt au symbolique, justement à la culture. Et c'est un meurtre symbolique immédiat. Bien. C'est ce qui nous amène, par exemple, à dire des choses. D'un écologiste qui vous parle de ça, c'est de dire, sauf les antispécistes, qui sont dans une position encore différente. Mais ça consiste à dire, vous ne voulez pas livrer à vos enfants un monde sans ours blanc et sans éléphants. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne livre pas le monde. Pourquoi pas? On peut le penser comme ça, de la même manière qu'avant on pensait qu'on le recevait en héritage de Dieu, voilà. Mais vous voyez bien que d'un côté comme de l'autre, ce sont des manières de penser. Bon. On avance un peu. Je pense qu'on a à peu près touché les sujets qui parlaient de la vie, de la mort, la signification de l'existence, on y est passé un petit peu. On pourrait dire qu'aujourd'hui, la théorie la plus banale, mais qui m'intéresse néanmoins, c'est que chacun vient sur Terre pour se réaliser. Se réaliser, c'est-à-dire, non pas être original, faire comme tout le monde en pensant qu'il a un destin original. Et à travers ça, on voit l'apparition d'un monde fait d'agents, voilà, dans une société liquide où personne n'est attaché par des institutions, par un rôle prédéfini, par une culture, par un décret divin. Donc en quelque sorte, la justification de notre existence, c'est avoir une qualité liquide, être des espèces d'atomes, auxquels on laisse le soin de trouver du sens. Or le sens, c'est l'intensification de son activité à travers la société. Donc, vous savez, la semaine dernière, on parlait de qu'est-ce qui remplace Dieu dans la justification du capitalisme? Qu'est-ce qui remplace la théorie de la prédestination? Là, on pourrait dire une idéologie de la maîtrise, de la prévisibilité, un rapport désenchanté au monde, et qui cherche, à travers une intensification et une individualisation des comportements, une société liquide qui déteste l'institution, qui déteste ce qui est fixé dans le temps, ce qui est matériel, et qui en quelque sorte cherche à faire du monde un espace immatériel, fluide, liquide. Là-dessus, je vous recommande les ouvrages du philosophe polonais Zygmunt Bauman, B-A-U-M-A-N. Voilà. Zygmunt Bauman, sur la société liquide. Je file parce que je ne voudrais pas qu'on ne parle pas de sexe. Faut toujours parler de sexe. C'est important. Bon. Alors, quelle est la signification du sexe, mademoiselle? Vous savez pas? Excellente réponse. Monsieur. Dans le sens sexe genre ou dans le sens sexe pratique? Excellente question. Jeune homme. Je dis jeune homme pour corriger, je me suis dit mademoiselle, j'aurais dû dire madame et tout ça. Madame. Vous savez pas non plus? Mais quelle signification ça a de faire l'amour? Pourquoi fait-on l'amour? Pas comment, ça commence à... On sait, parce que tout le monde regarde les mêmes choses, les mêmes films, la même éducation sexuelle quand ils sont gamins, tout le monde fait les mêmes trucs à peu près. Bon, mais au-delà de cette standardisation des comportements sexuels, pourquoi? Un besoin de reproduction animale. Alors quand vous voyez votre copine, vous lui dites... De base, excuse-moi, mais il faudrait qu'on se reproduise. Vous voulez dire l'instinct? L'instinct, ouais. Donc vous voyez une fille, et faites... Ça sent l'hormone, j'ai envie de baiser. C'est mon instinct.
C'est possible, effectivement. On peut dire, et il y a des théories qu'on caractériserait la plupart du temps comme populaires, bien que ce ne soit pas tout à fait vrai, qui attribuent la pulsion sexuelle à un instinct, à une pulsion. Qui attribue le désir sexuel, parce que si je dis pulsion, c'est déjà l'instinct, qui attribue le désir à une pulsion animale. Ce qui d'ailleurs n'est pas sans être vraiment teinté de judéo-christianisme, parce que c'est l'animal en nous, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Mais ça ne répond pas du tout à la question que je vous pose. Je m'explique. Ce n'est pas parce que vous êtes attiré, c'est pas parce que vous désirez selon une pulsion que nous ne donnons pas de sens à ce qui est fait. Par exemple, nous avons, et ça on peut quand même l'admettre, un genre de pulsion relativement naturelle qui nous pousse à peu près quotidiennement à manger et à dormir et à boire. Néanmoins, et d'ailleurs c'est quelque chose qui bouge beaucoup, mais pendant très longtemps, beaucoup de sens sociaux ont investi le fait de manger. Par exemple, manger au commun lors d'un repas autour d'une table avec des règles, des civilités, etc. parce que c'est un moment de rassemblement, ouvrons le pain, etc. Manger tel ou tel aliment à tel ou tel moment de l'année. De la même manière, faire des jeûnes à tel ou tel moment de l'année. Vous savez que c'est de là que vient l'Avent. L'Avent Noël. Au départ, c'est une pratique de jeûne qui était faite dans la région de Tours, enfin, peu importe. Donc, de la même manière, quand bien même on attribuerait la pulsion originelle à un désir animal, ce qui est déjà un sens, ce qui est déjà une forme d'objectivation qui n'est pas particulièrement agréable à assumer, dans d'autres sociétés ça serait plus, mais il me semble qu'aujourd'hui c'est pas... Enfin si, ça peut être... je suis comme une bête avec toi, je sais pas, on pourrait imaginer un truc comme ça. Et donc quel sens ça a de faire l'acte d'amour ? Je reprends. Imaginons qu'on soit dans un monothéisme quelconque, où on dit voilà, Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme. Déjà, l'homme et la femme. Point. Et alors ça allait bien et tout ça, et Dieu leur a dit vous allez de temps en temps vous reproduire pour procréer. Et d'ailleurs, il va dire croissez et multipliez. Quand on fait l'amour, dans ce cas-là, il est très clair qu'il s'agit d'un acte de reproduction. Et cette reproduction-là, elle disqualifie les autres pratiques. Par exemple, la masturbation sera vue comme un acte contre nature. L'organe sexuel n'est pas là pour donner du plaisir, au contraire. Il ne faut pas faire l'amour non plus pendant les règles parce que ce ne serait pas bien. Il est là pour abonder la matrice de l'humanité. Voilà. Les positions fantaisistes sont aussi refusées puisqu'elles ne permettraient pas de se reproduire. Ça paraît très contraignant par rapport au plaisir qu'on a aujourd'hui, de se dire tiens, aujourd'hui, est-ce que je me sens plutôt fluide, pansexuel, bisexuel, queer, quelle est mon humeur, est-ce que je suis... Voilà, je sais bien qu'il y a aussi des mouvements qui disent on ne choisit pas d'être gay ou hétérosexuel, mais enfin peu importe. Pour l'exercice, je me mets plutôt dans cette position-là où on imagine ce choix, cette latitude. Dans un cas, dans le premier cas, celui où vous êtes obligé de faire l'amour à tel ou tel moment, dans tel ou tel... Dieu est dans votre lit, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. D'ailleurs, les mythologies le racontent tout le temps. Relisez Amphitryon. Et Zeus s'arrête pas d'aller dans la chambre d'Alcmène. Bon, importe. Pour dire les choses simplement, dans un cadre religieux ou traditionnel, le fait de faire l'amour a une qualité magique ou religieuse. Ça a un sens. Ça a un sens profond. Et en ce qui nous concerne, nous autres idéotypes de Max Weber, être moderne tout fait d'intellectualité, nous devons nous-mêmes donner du sens. Et nous sommes dans un cadre où rien ne peut légitimement, limiter notre sexualité, et mais c'est inclus dans le premier, réguler. Rien ne peut ni limiter ni réguler notre sexualité. C'est à nous de choisir. Et on arrive très exactement sur la notion de désenchantement.
les individus pensés par Max Weber comme étant vraiment les êtres modernes, je pense que c'est comme face à la mort, on n'arrive pas vraiment à investir pleinement ces catégories-là, mais on est face à ces questions-là. Sont face à un acte sexuel décharné. Et c'est à eux de le réinvestir et d'y donner du sens. Bien. Ça nous amène assez naturellement à l'aboutissement de la réflexion de Max Weber dans ce court texte que vous avez dans le manuel, extrait de La science comme vocation. Max Weber nous dit la chose suivante. Dans le fond, la science et l'intellectualisation du monde a eu pour but de nous conduire vers l'être véritable, vers l'art vrai, la vraie nature, le vrai Dieu, le vrai bonheur. Aujourd'hui, ça a perdu son sens. Il est là, la science est là pour expliquer le monde. Point. Le problème, c'est qu'il laisse toujours tout un champ libre, et ce champ, c'est celui de savoir que dois-je faire, comment dois-je me conduire. En d'autres termes, le champ éthique, le champ moral sont totalement maintenant distincts de notre interprétation du monde. En d'autres termes, le monde comme matérialité interprétée ne vient plus nous séparer et nous maintenir ensemble. Nous sommes séparés, devant chacun justifier rationnellement nos choix et nos pratiques. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça, bien sûr qu'il y a des faits sociaux, bien sûr qu'on est nourri moralement par la société. Et néanmoins, et l'exemple de la sexualité est particulièrement intéressant à cet égard, il se crée des failles. La société ne prend plus en charge un certain nombre de catégories et ça crée des conflits très forts sur des choix sociaux très forts qui consistent à dire par exemple, est-ce qu'on accepte ce monde intellectualisé et désenchanté ou pas? Et aujourd'hui particulièrement, avec la candidature de François Fillon dont je vais vous parler dans un instant, on a une illustration extrêmement forte de ce conflit entre deux visions du monde. Une vision qui refuse le processus d'intellectualisation ou qui au moins le refuse partiellement parce qu'il l'accepte totalement d'un point de vue économique, mais pas du tout du point de vue des mœurs, et un autre qui l'accepte. Imaginez qu'une société ait dû vous apprendre à l'école la globalité des possibilités de genre aujourd'hui en négociation dans l'espace public. Même moi, je ne les connais pas tous par cœur. Alors, il y aurait marqué, dans le monde, il y a sexuellement, si on parle des organes génitaux, 3 types de personnes. Il y a donc des sexes féminins, des sexes masculins et des sexes hermaphrodites, à peu près, même s'il y a plusieurs modalités de l'hermaphrodisme qu'il faudrait aussi apprendre. À travers ça se font des choix qui peuvent être hétérosexuels, gays, lesbiens, LG, bi, trans, queer, intersexuels, asexuels, pansexuels, fluides, etc. Enfin, oui, on arrive dans une espèce de nuée telle que, dans le fond, c'est plus des catégories. La chose qu'on pourrait apprendre, c'est le genre dépend des évolutions de la société, des goûts, des choix et des individus. Point. Et le genre n'est plus quelque chose de pris en charge par une autorité morale sociale. En quelque sorte, exactement comme la laïcité, la société assure une laïcité sexuelle. C'est-à-dire, elle se déprend de la régulation de ce champ-là et assure la protection du libre choix. Voilà. Bien. Alors, pourquoi je vous ai parlé de François Fillon? Parce que quand on voit arriver ce candidat à l'élection présidentielle, dont je suis effaré de voir comment, avec quelle absence de vergogne, il reprend mot à mot tout le vocabulaire du Front National, c'est quand même génial. Je suis le candidat anti-système qu'on caricature, on va lutter contre les élites et le soi-disant petit milieu parisien, enfin c'est génial, ça pourrait être un discours de Marine, c'est très beau, mais peu importe. Le discours qu'il a sur les mœurs est très intéressant, en ce sens que loin de s'opposer par exemple aux discours religieux radicaux qui nous font tant peur aujourd'hui, au contraire, il les accompagne sur des points fondamentaux qui consistent à dire un papa, une maman, je sais pas, vous connaissez ces discours-là, ça consiste à dire il y a une essence, ça n'est pas quelque chose de socialement négociable, la société ne fait pas ce qu'elle veut de ce que la nature nous a donné en héritage ou de ce que Dieu nous a donné en héritage. Voilà. Vous voyez, c'est une justification des mœurs
de ces classifications essentielles, et c'est pareil sur l'euthanasie d'ailleurs, la vie, la mort, l'enfantement, le sexe, qui sont ancrés sur des croyances religieuses, sur des valeurs religieuses, et qui disent la société ne peut pas se permettre d'inventer ces catégories et de les mettre en jeu. On peut dire, les traditionalistes musulmans et les traditionalismes catholiques s'opposent. C'est vrai, sauf quand ils sont en Égypte, les catholiques disent souvent Dieu plutôt que Allah. Mais enfin, quand ils sont en Égypte, ils disent Allah est grand aussi. Hein. Peu importe, parce que je trouve que c'est les mêmes mots. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que certes, ils peuvent s'opposer sur le rôle de Jésus, sa nature, etc., mais qu'en réalité, ils se rejoignent très fortement dans une résistance à ce que Max Weber décrit comme une rationalisation du monde. Ils refusent fondamentalement de laisser ces catégories en négociation sociale. Les catégories hommes, femmes, sexe, reproduction doivent s'articuler à une définition du monde. Nous les recevons en héritage, mais comme des choses sacrées, non négociables. Bien sûr qu'elles évoluent dans le temps, mais elles ne peuvent pas être négociées à l'échelle de l'individu, comme par exemple on négocie les droits du libre-échange. En d'autres termes, et c'est d'ailleurs assez particulier, le social n'a pas le droit, ne doit pas se donner le droit de réguler à outrance le marché du travail ou même le marché tout court, hein. Et de la même manière, il ne doit pas se donner le droit de réguler ce qui nous est donné par Dieu. Vous me suivez ? Bon. En d'autres termes, la rationalisation du monde, finalement, a donné à la fois... C'était cette position très étrange qui est celle de Fillon, qui consiste à dire il n'y a rien qui justifie les limitations du marché, aucune valeur ne justifie les limitations du marché, aucune valeur ne justifie les limitations de l'action à travers le marché. N'est-ce pas ? Peut-être Trump est encore plus fort à ce niveau-là. Et simultanément, quand on ne considère pas le travail, le marché, l'activité économique, mais la mort, la vie, le sexe, le monde, alors on crée un pack de choses qui ne doivent surtout pas explicitement, implicitement c'est possible, mais surtout pas explicitement, faire l'objet de négociations. On extrait du social actuel, on extrait du processus d'intellectualisation tout un champ de pensée. Je vous conseille de ne pas caricaturer trop vite ces positions-là. Je me souviens un jour d'un copain extrêmement athée, par ailleurs, me disant un jour avec ma femme, on a décidé de faire des enfants. Tu n'imagines pas comment c'est différent de faire l'amour en pensant qu'on va faire des enfants. C'est un acte complètement différent, c'est une expérience, disait-il. Et je le crois. Je me souris un peu parce que je n'en ai moi-même jamais fait l'expérience. Je suis demeuré chaste et pur. Or donc, imaginez simplement que ce rapport entre deux corps humains soit investi de signification divine. Effectivement, c'est pas anecdotique. Et par ailleurs, ceux qui sont dans l'intellectualisation du monde ne sont pas dans le plus vrai. Ils n'ont pas plus raison. Ils ont pris une option dans la culture. Et une option qui, finalement, ressemble beaucoup à une désubjectivation. Pourquoi ? Parce que la base, c'est pas de dire collectivement nous allons créer une interprétation du monde, par exemple religieuse, et nous y ancrer. La base, ça consiste à dire, au contraire, en toute rationalité, on ne peut nous imposer aucun cadre, aucune limite. Et chaque individu va devenir en quelque sorte un agent technique qui colorera ses jours selon sa fantaisie. Bien. J'espère que mes propos n'étaient pas trop déprimants. Moi, j'étais absolument ravi de vous donner ce cours-ci. Si vous avez des questions, je suis disposé à y répondre. Sinon, c'est fini. Questions ?